m'a validé un sketch sur une meuf qui pète et son paix est personnifié par Nicolas Bernot, donc déjà c'est fou, ça veut dire que, imagine, je suis payée, c'est produit. C'est-à-dire que j'ai un contrat où il y a écrit le sketch est déclaré à la SACD en tant qu'œuvre. Oh bah non, pas le théâtre quand même, je sais qu'on s'est fait chier, mais bon. Eh ben bonjour Eleonore. Bonjour Thomas. Eh ben merci d'avoir accepté cette petite invitation. Avec plaisir, ça faisait longtemps qu'on essayait. Ben oui. Je regarde où? Tu peux regarder là, tu peux parler à moi, où tu veux. Thomas, je m'appelle Eleonore Coste. C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, mais c'est marrant parce que du coup on est dans un truc actrice, mais moi je vais plus parler de mon métier d'autrice, qui est beaucoup plus présent, parles de tout ce que tu veux. Qui est plus présent dans ma vie aujourd'hui. Donc là je viens de finir la saison 2 de Genre Humaine. Mais bon voilà, en tout cas on va dire que l'actu c'est ça et que la suite est écrite et que je recherche là activement de l'argent pour ça, pour un court-métrage, c'est compliqué. T'as joué dans plein de trucs sur internet notamment? Beaucoup de trucs sur internet. Et pour toi c'est quoi un acteur ou une actrice? C'est quelqu'un qui réussit à retranscrire une émotion, qui réussit à raconter quelque chose, à être captivant. C'est tellement de choses, ça peut être tellement une définition, tellement... ça peut être aussi réussir à être totalement soi-même. Dans mon cas, c'est vraiment le travail que je fais dans mon travail, c'est vraiment réussir à être... le plus naturel possible et retranscrire des moments de vie. Mais t'en as au contraire, ça va être justement partir dans du fantastique et tout, ça je pense que c'est vraiment une perception, une sensibilité, un truc, voilà. Moi ce qui me plaît dans ce travail, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond des trucs le plus réaliste possible. Ouais. Mais ceci dit, tu vois, j'avais adoré jouer Sarah Lombardi, qui était un rôle complètement de composition, puisque je suis pas une psychopathe, enfin je crois pas. Je te le souhaite en tout cas. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de mort dans ma vie. De ce point de vue là quoi et j'avais adoré, c'est aussi super, mais c'est retranscrire du coup quelque chose de réel dans le fait d'être psychopathe quoi. Oui bah t'es obligé de trouver autre chose parce que comme t'es pas psychopathe tu sais pas ce que c'est. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est être scientifique, t'as un vrai travail de recherche et ça c'est moi je suis obligé de m'éloigner de moi. Sinon j'y arrive pas, sinon je joue trop mal. Et moi c'est l'inverse, il faut que je me rapproche au plus proche de ce que je suis, et là j'arriverai à trouver quelque chose. Et sinon ça va tomber à côté quoi. Ah ouais, moi faut que dans le corps, faut que je trouve une démarche, un truc, une voix, et après j'arrive à un peu plus m'abandonner dans le truc, mais sinon, si je joue moi-même, quoique maintenant depuis Bad News j'arrive peut-être un peu mieux, mais ouais c'est trop proche de moi. Je comprends. Et je suis moi dans la vie, du coup j'ai du mal à me jouer moi. C'est bizarre, mais voilà. Et t'aimes bien les acteurs et les actrices? Non, je déteste ça. Ouais, c'est super comme réponse. Non, mais c'est-à-dire est-ce que toi, comment tu vois la question? C'est plus ça qui est intéressant. J'aime... Est-ce que t'aimes, toi, les acteurs, les gens, parce que t'en côtoies du coup pas mal? Est-ce que tu les aimes? Oui, c'est une bonne question. Non, moi j'aime pas trop. On va dire l'actrice de base, j'aime pas trop, c'est-à-dire j'ai du mal avec mais alors on va partir dans une généralité parce qu'il y en a plein qui sont pas comme ça, on va dire si je généralise, l'ego poussé à bloc, il y a une espèce de frénésie de travail, il y a une comparaison, il y a de la jalousie, c'est très compliqué, c'est pas des gens qui sont très simples, donc c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup d'amis acteurs ou actrices. Il y a Sandy que t'as vu, elle c'est vraiment une amie, mais sauf que sa force c'est qu'elle est autrice aussi et qu'elle fait. Je suis persuadée que la force d'un acteur c'est de pouvoir être autre chose qu'acteur, mais c'est que mon point de vue, et j'admire ceux qui arrivent à être que acteurs, je trouve ça incroyable. Mais c'est marrant parce que acteur ça vient de l'action, si tu prends la racine, et pour moi c'est tout sauf être dans l'action, puisque pour moi il n'y a rien de plus passif qu'un acteur. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que tu dépends du désir de tous sauf du tien pour jouer déjà. C'est vrai. Tu dépends du désir des producteurs, des réalisateurs, etc. Tandis que quand tu es auteur, tu ne dépends que de toi, tu écris ce que tu veux. Alors après, évidemment, c'est toi tu Dieu, dépends. là, Oui, enfin bon, t'es Dieu, mais sans argent. Dieu, ce serait être pété de thunes. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc moi, il y a un truc de passivité qui m'a vachement effrayée à l'époque, parce que j'ai été que actrice, c'est pour ça que je me permets avec ma petite expérience, mais j'ai été une actrice qui marchait pas, donc peut-être que si j'avais été une actrice dans l'action, mais il y a quand même un truc où t'attends ton téléphone, c'est ça, il y a un truc où t'attends des autres, il y a un truc où t'es constamment dans l'attente, et c'est difficile t'es une marionnette quoi. C'est difficile parce que le seul moyen de jouer quand on t'appelle pas c'est de créer, et donc c'est vrai que si tu ne crées pas toi-même, soit t'as les bons potes, soit t'as un coup de chance.
Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué quand t'es juste acteur. Moi, je le vois avec plein de potes à moi qui sont juste acteurs. Bah, ils ont pas le même démarrage de carrière que d'autres. C'est pas. Pour qui ça marche mieux ou quoi. C'est très injuste. C'est très éphémère. Il y a un truc où, quand t'écris, au moins t'es ton propre pilier. Et bon, évidemment, c'est la galère pour vendre tes projets, mais au moins tu mets tes pions un peu partout et tu verras bien, quoi. Mais voilà ce que je pense globalement des acteurs, actrices, mais je suis très admirative de ceux qui arrivent à faire que ça. Et donc toi, du coup, t'as fait ta série qui s'appelle Genre Humaine, qui est disponible sur ta chaîne YouTube, et c'est du plan séquence. Est-ce que c'est le point de vue budgétaire où tu t'es dit on va faire des plans séquences comme ça on a un plan et ciao, ou est-ce que t'as eu une volonté de revenir au jeu, à juste du jeu et on défile et on fait du théâtre parce que peut-être t'en avais marre des découpages, de tout faire par petits blocs découpés. Pourquoi le plan séquence ? Exactement ce que tu viens de dire, mais les deux. C'est-à-dire que le premier épisode, Le Pantalon, c'était pas censé être une série encore à ce moment-là. D'accord. Et en fait, je n'en pouvais plus de dépendre de tous pour pouvoir faire quelque chose sur ma chaîne. De devoir découper, de devoir faire du montage. En plus moi je fais tout, je monte mes vidéos avec l'aide de Stéphane évidemment qui m'aidait vachement, mais je veux dire c'était énormément c'était énormément à assumer tout. Et donc j'avais vraiment écrit ce dialogue et je m'étais dit j'aimerais le voir sans interruption parce que déjà je trouve qu'il y a un challenge génial. J'avais envie de revenir au jeu et à l'acteur, à ce qui m'a plu moi au départ quand j'ai voulu faire ce métier, c'est-à-dire transmettre un truc immédiat, ne pas tricher, et ce rapport aussi à la scène que j'aimais beaucoup quand je faisais du théâtre. Et il y avait évidemment la contrainte budgétaire où je me disais attends, génial, en fait j'ai juste besoin d'une caméra, d'un pied et de 2 comédiennes. On a fait cet épisode et d'un ingé son, Nico Régent qui a fait le son, donc j'ai réuni Nico Régent, j'ai dit à Maury tu veux pas cadrer / réaliser, et Marion viens jouer, et puis la meuf d'Amoré nous a fait la régie, voilà, donc on était 5, 4, 5, j'arrive pas à calculer. Et puis et voilà, on a fait ça, mais ce qui est marrant c'est que ça c'est mon fantasme. Et puis la réalité c'est que quand j'ai écrit d'autres épisodes, et en fait c'est marrant parce que les gens ils pensent que comme c'est un plan séquence t'as pas besoin d'argent. Et putain, mais laisse tomber, je te dis pas le nom, j'ai eu besoin, je pense, de plus d'argent pour ce projet que pour n'importe quel autre. Ah ouais. Parce que là sur la saison 2... C'est vrai que si tu payes tous les salaires, les machins... déjà, payer tout le monde, donc être dans l'égalité, et puis surtout, on se rend pas compte, mais surtout dans la saison 2, il y a énormément de mouvements caméra, donc mouvement caméra égale Ronin, égale travelling, donc égale rail, égale matos en fait. Et matos égale beaucoup d'argent. Et puis surtout que la saison 2, en termes d'éclairage, on est sur une qualité sinoche. C'est Romain Prouver qui a fait la lumière, et j'avoue, c'est elle est magnifique, super chef-op. C'est du cinoche. Et puis on avait le matos qu'il fallait, on a voulu mettre un level up sur la saison 2 quoi. Non, puis il y a un moment où tes mecs ils jouent tout bien nickel, si le gars qui cadre il éternue, il fait un mouvement, c'est niqué quoi. C'est-à-dire que t'as plus 2 personnes ou 3 qui sont garants de ce qui se passe, il y a aussi la technique qui est garante de ce qui se passe. Et il faut des techniciens. Technique égale technicien, donc égale salaire, égale... voilà. Oui, si tu veux que ça fonctionne. Donc c'est marrant parce qu'au début, cette série, j'ai eu l'idée, quelle conne naïve, en me disant génial, enfin un concept où j'ai pas besoin d'argent. Et en fait, je me retrouve avec un truc où j'arrive même pas à financer la saison 3 là. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, la saison 2 upgrade tellement en qualité, en technique, on le sent vraiment, puis même en écriture c'est vachement plus mûri, c'est vraiment maîtrisé. Enfin, l'épisode avec Charlie Soignon et le gars, je sais pas, je l'ai vu de partout mais je sais pas son nom. Avec Romain Lancry. Qui est, en termes de dialogue, je trouve c'est du petit lait. Enfin, c'est vraiment tellement bien écrit. Et l'épisode avec Raph qui techniquement doit être tellement casse-couille parce que t'es quand même dans une bagnole et il faut aller au bon endroit, faut réussir à se garer à la fin du dialogue. Donc le mec qui conduit, il faut quand même qu'il écoute. Le mec qui conduit, il est acteur. Oui. Donc il est pas chauffeur, tu vois. Donc du coup il est là et il se dit bon, ils arrivent vers la fin, il va quand même falloir que je trouve une place de parking. Il va falloir qu'il balance sa réplique parce que ça ne pas. C'est vrai, oui. Et puis en plus, Yann me racontait que vous l'avez refait plusieurs fois parce qu'il y avait des couilles de route, de machin. En fait, on avait qu'une prise qui était bonne sur celui-ci. Alors que d'autres, t'avais plusieurs prises. Ouais, d'autres, il y en a quand même. Mais comment tu choisissais du coup ? Oh, c'est trop dur. Parce que alors moi, je délègue. C'est Stéphane et Amaury qui ont fait donc Amaury Dequet, le réalisateur, et Stéphane Carlo qui ont fait le montage. Donc montage,
c'est-à-dire choisir la prise et ensuite trouver, évidemment, il y a quand même du montage, il y a un travail aussi de bruitage, etc. quoi. Et donc c'est marrant parce que là, autant sur la 1, on choisissait tous ensemble sur la saison 1, et sur la saison 2 j'ai délégué parce que c'était des trop gros morceaux, et c'est drôle parce que j'ai pas été d'accord avec eux sur des choix. Ouais. À peu près sur toutes. On a eu un gros débat sur l'épisode avec Julien Pestel. Amaury, il m'assurait que c'était vraiment cette prise qu'il fallait prendre. Moi, je disais non, on est nul. En fait, je me trouvais nulle sur cette prise. Donc celle qu'on peut voir sur celle YouTube. qu'on peut voir. Et je trouvais que Julien il en avait fait des mieux, quoi. Ouais. Il disait non. Et puis j'ai revu les autres prises. Et en fait, je trouve qu'on est mieux, on joue mieux. Mais l'émotion est plus présente. Et beaucoup plus. Enfin, il y a un truc très lourd dans la prise qu'on a gardée. Il y a un truc de fatigue parce qu'en fait, on en était à la 8e ou 9e. Et c'est vrai que du coup, il y a un truc de fatigue qui marche avec ce côté rupture. Ce côté rupture, je vois. Et pareil pour. Bon, après, t'en as où c'était celui en chimio, le dernier. C'était la 12e prise qui a été prise, c'était la seule qui était bonne. Donc, et on n'en pouvait plus. Et c'est la seule où on a été tous. Parce que si, le truc avec le plan séquence, c'est que t'as les acteurs, mais t'as aussi le point. En fait, c'est dur de trouver la prise où tout va. Concorde. C'est ça. Et pareil, sur Obsédé, ils ont choisi une prise. Finalement, moi j'en ai mis une autre qui était plus dynamique. C'est lequel déjà? C'est celle avec Shirley Soignon et Romain Lampry, justement. Et donc, et sinon, on était d'accord sur tout, mais tu vois, il y en a deux où on était bof d'accord. Et puis, il y en a une où en fait, Amaury avait raison, et l'autre où moi j'ai dit non, je préfère celle-ci. Et voilà, après on en discute, on s'arrange. Faut aussi avoir du recul, c'est difficile. Hein. Quand c'est toi, je joue, j'écris, du coup des fois... Mais après des fois, justement, comme je joue et j'écris, je sais exactement ce que j'ai voulu dire. Sur Obsédé, moi je sais ce que je veux dire sur celui-là, et je sais qu'il y a besoin qu'on soit dans l'énergie. Et donc il y a un truc aussi où des fois je sais. Donc ça fait connasse, je fais non, je veux même pas discuter. Mais bon, oui, mais bon, c'est tellement personnel écrit, comme donc tu projet sais ce que des tu vas fois raconter, c'est très difficile de laisser rentrer quelqu'un dans cette intimité profonde. Bah ouais. Et du coup, comment ça se passait? Parce que j'imagine que t'avais un jour par épisode. Ah non. Non? On avait 2 épisodes par jour. Ah ouais? Ouais, on avait... non. Alors, vous on n'avait pas assez d'argent en fait pour faire un épisode par jour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Attends. On a commencé par Julien. D'accord. Donc la matinée avec Julien, la soirée avec Carlito. Le lendemain, on a fait la matinée avec Marion sur le truc du tournage, et l'après-midi avec Shirley et Romain. Mais ça, il était trop facile celui avec Shirley et Romain, parce qu'en fait, c'est de la caméra fixe. Oui, il y a pas là ce coup-ci. Donc y a je pas crois de qu'on l'a technique, fait 6 ou 7 fois, et c'était vraiment en mode il y a rien qui bouge. Et ensuite, en revanche, là, on avait une journée pour l'annonce, qui est la scène du repas familial. Parce qu'il y avait énormément de mouvements, et en fait c'est des acteurs de Cinoche qu'on avait à Muriel Combeau, Arnaud Chevrier, c'est des super acteurs, on pouvait pas leur prendre trop de leur temps, donc ils avaient pas eu de répète, donc on avait fait matinée répète, mouvement texte, et l'après-midi on tournait. D'accord. Et le lendemain chimio, toute la journée pareil, matinée répète, après-midi on tourne. Et ça a été les plus dures journées, et finalement la plus dure journée pour moi je crois que ça a été celui de l'annonce, dans lequel je dis juste qu'une réplique. Mais parce qu'en fait tout du long je suis à table. Et puis tu étais là en metteur en scène à voir ce qui se passe. Je vois ce qui se passe, je fais putain, ça, il a oublié de dire cette phrase, elle est trop importante. Et il y a un truc où je suis avec eux, avec la technique, je me dis pourvu que personne se plante, c'était dur. Il y a ma sœur en plus qui est vraiment ma sœur, à qui je fais revivre cette scène. Elle joue merveilleusement bien dedans. Ah ouais, elle va être contente. T'entends ça, bouchon? Ah non, si vraiment, Et parce qu'en plus, les scènes où ça chiale, c'est vraiment le meilleur truc pour être pathos, pour être plaintif et tout. Et elle a réussi à trouver le bon dosage pour que ça nous touche en fait, parce qu'en fait en soi c'est pas tant à elle de chialer, c'est à nous qui est-on en train de regarder ça, et du coup elle a réussi à trouver le bon dosage pour être un peu dans une espèce de retenue, mais ça sort quand même parce que mine de rien ton père a un cancer et voilà, et il dit qu'il veut crever mais il y a quand même une espèce de retenue qui lui donne envie de rester digne, puis en même temps de l'engueuler, et puis toi t'es là et tu fais je pense que ça marche parce qu'elle est restée elle-même c'est ça. Puis elle connaît cette histoire pour le coup, donc elle a pas besoin d'aller chercher trop loin. Elle sait comment elle avait réagi. Moi je lui ai dit vraiment essaie de te souvenir. Entre l'hystérie et la retenue, il y avait un truc de je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu dis ça, enfin il y avait un truc d'incompréhension
Et voilà, Rafou, c'est quelqu'un de très sensible, qui pleure très facilement, qui va s'énerver très facilement, et je voulais qu'on retrouve ça, quoi. D'accord, ouais. Et tes parents, justement, parce qu'on voit tes stories où tu leur montres, et ils font, c'est bien, tu sais, avec leur club, comme ça, genre comme s'ils avaient tiré aucune leçon de tout ça, et puis ils sont comme ça, puis ils font, c'est vachement bien, et ils jouent bien, et c'est parce que quand même, c'est ultra personnel, tu montres ça à tout le monde, et puis eux, ils le voient, et ils se voient eux-mêmes jouer par d'autres gens, de par ta vision à toi que t'as d'eux, et l'absurdité un peu des trucs qu'ils auraient pu dire ou faire, et ils réagissent bien à ça. Bah, ce qui est fou, c'est que là, le fait de leur avoir montré ça, il y avait vraiment un sentiment de la boucle est bouclée. Enfin, un truc de... Ok, c'est regardez ce que vous nous faites vivre, regardez. Et en fait, ce qui est cool, c'est que la réalité, pour nous quatre, est la même. Ouais. C'est-à-dire que cette scène, c'est eux, quoi. C'est eux, et il y a un truc de... Je pense qu'il y a un truc, ils sont flattés. Ouais. Que ils sont bien interprétés, donc voilà. Et puis tu sais, pour eux tout ça c'est des blagues, hein. Oui. Enfin, je veux dire, puis tu leur rends un joli hommage. Eux ils étaient morts de rire, quoi, quand ils regardaient ça. Eux, à aucun moment ils sont touchés. En tout cas, leur façon d'être touchés, c'est de rigoler et de dire regarde. Oui, mais je veux dire, à aucun moment, et en plus ça fait ça, à aucun moment tu les imagines pouvoir t'engueuler en te disant mais pourquoi tu montres notre vie privée aux gens, comment tu nous vois, machin, et pas du tout, quoi. Et c'est ouf. C'est déjà arrivé, hein, bah tu vois le topo que j'ai fait sur le cancer, j'avais fait un topo, et ben ils ont détesté. Ah ouais. Ah mais ils ont haï, mais parce que dans le topo j'avais pas osé encore faire du premier degré là-dessus, et en fait j'avais fait du sketch. Donc je les avais vachement caricaturés, et du coup il y avait une sorte de couche de protection, et ils ont détesté parce que du coup ils se sont pas retrouvés. Il y avait un truc trop... Oui, tandis que là tu leur rends vraiment un bel hommage, même si t'envoies un peu d'épique et que tu leur montres un peu l'absurdité du truc. Ouais, puis en réalité il y a rien de méchant envers eux, tu vois. Sûr, en fait je les rabaisse pas, je les mets en bon. Après on pourrait dire oui, la façon dont il part à la mer c'est très choquant. Moi j'ai des copines qui m'ont dit ça, une copine qui m'a dit ah là là c'est horrible la façon dont tu y parles. Mais moi on s'est toujours tous parlé comme ça. Donc, non, puis c'est surtout en fait, les mots sont pas les mêmes pour tout le monde. Puis ils sont pas la même génération que nous, hein. Il y a un moment. Bah oui, mes parents ils sont sur les 70. Mais voilà, ça, pareil que mes parents, mon père il est né en 49. Il y a pas la même éducation qu'aujourd'hui. On voit, il y a la femme a pas la même place qu'aujourd'hui, c'est pas voilà exactement. Et puis ça veut pas dire que quand tu dis ferme ta gueule, c'est pas un ferme ta gueule. Aujourd'hui, je pense qu'un mec dit ferme ta gueule à sa meuf, je pense qu'il faut qu'elle se pose des questions, et là pas du tout, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même utilisation des mots. C'est ça. Et en fait, il faut garder en tête que c'est que des mots, quoi. Donc voilà, c'est pas ça qui reflète ce que tu penses. Enfin, ça devrait, mais voilà quoi. Bah, déjà bravo. Parce que c'était vraiment bien, et moi dès le premier épisode ça m'a achevé. C'est-à-dire que t'étais à la Projo, toi? Oui, j'étais à la Projo, et vraiment je me suis dit bon, c'est un truc où t'as envie, il y a plein d'épisodes qui te minent, mais de positif, hein, mais où tu ressens vraiment des trucs. Donc, et moi je suis une fleur, j'allais dire. Je suis, comment on dit, hypersensible, enfin je veux dire, je pleure très facilement, je suis très vite touché en fait. Je suis une fleur, je suis trop mignon, j'adore. Je suis à fleur de peau, j'allais dire je suis à fleur de peau, mais là je suis pas à fleur de peau, mais je suis une fleur de peau, voilà. Mais il y avait ce truc où je me suis dit bon allez, il y avait Davy à côté de moi, et puis en plus il y avait Thomas, donc que t'as pas reconnu, qui était de l'autre côté, et il y avait un côté de, il y avait Davy, je me suis dit bon je vais essayer de peut-être pas pleurer non plus, et le premier épisode, ça direct, ça t'envoie un énorme uppercut, et j'étais waouh, ok. Et tous les épisodes, bon, t'en as deux autres qui sont un peu plus rigolos, mais pareil, le dernier, le dernier, c'est vraiment la boucle qui est bouclée de toute cette saison, et bah bravo pour ça, parce que c'est hyper authentique, et ça joue de ouf dans ce côté justement un peu réel que t'aimes bien. Où c'est tellement casse-gueule en plus, ce genre de, enfin moi je trouve c'est tellement facile de faire du pathos, ou que les gens soient extérieurs à ce truc là, et là que ça leur parle. Mais ça c'est toujours la crainte quand je sors un épisode, c'est putain attends là je parle d'un truc hyper niche, ou hyper et c'est ça qui était fou, c'est qu'à chaque épisode sorti les gens qui disent ah mais je ressens pareil, c'est fou. Et on n'a pas la même vie, mais on va y réussir à trouver un truc qui... Moi mes parents n'ont pas eu de cancer ou quoi, mais il y a quand même des trucs où dans le premier épisode j'ai vu des trucs de chez moi, mais qui sont pas les mêmes choses, mais où ça te touche, et moi j'étais touché par des trucs de putain elle a réussi à dire des trucs à son père que par exemple moi je sais pas encore comment matérialiser, mais j'aimerais faire une œuvre qui parle de ma famille et tout, et où je suis encore dans le truc de je sais encore pas trop par où aborder le truc, parce qu'on a tous une vie différente avec des choses qui nous sont arrivées différentes, et quand t'es auteur et tout t'aimerais le raconter quoi.
Et non, pour ça, bravo, t'as vraiment réussi à raconter ça, donc déjà, ouais, bravo. Mais c'est un truc enfin, les épisodes sur la famille, c'est sûr que c'est des épisodes aussi qui sont faits presque pour eux, en mode, pour mon père, justement, le dernier épisode, c'était vraiment, tiens, regarde, ça, je te l'ai jamais dit, mais là, je peux te le dire à travers une fiction. C'est pour ça que je te dis que la boucle est bouclée. Quand je le voyais, lui, en train de regarder ça, et tu sais, je me faisais toute petite et que je me disais, putain, il est en train d'entendre des trucs que je... Oui, je sais, papa, en fait, que tu dis du bien de moi derrière. Mais voilà ce que je ressens, regarde. Parce qu'on n'arrive pas à le dire. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire à nos parents et qu'on aimerait leur dire. Et c'est vrai que c'est notre façon à nous d'exprimer ça, c'est peut-être par une œuvre, quelque chose. Et on a trop de chance d'avoir ça. Et clairement, parce qu'il y en a qui vont rester taiseux jusqu'au bout. Nous, au moins, ça permet de le faire d'une autre manière. Et en plus, ça les rend, peut-être, ça leur fait un joli cadeau aussi. Est-ce qu'il y a dans ta vie d'actrice un moment de jeu qui t'a marqué, alors soit en spectatrice, soit en tant qu'actrice? Je sais pas, moi mes meilleurs souvenirs c'est plus des moments de non-jeu quoi. Tu vois, je repense au fou rire avec Nicolas Bernot qui jouait mon paix dans Le Paix. Oui. Tu vois, c'est débile, c'est un mini sketch pour Golden, mais je crois que ce sera à vie mon meilleur souvenir de tournage parce que de 1 qu'on te valide ça. On m'a validé un sketch sur une meuf qui pète et son paix est personnifié par Nicolas Bernot, donc déjà c'est fou, ça veut dire que imagine, je suis payée, c'est produit. C'est-à-dire que j'ai un contrat où il y a écrit le sketch est déclaré à la SACD en tant qu'œuvre. Oui, et ce truc-là, t'as apporté 12 heures en plus dans ton statut, quoi. C'est ça. Si, j'ai mes heures, regardez, il y a les 12 heures qui vous manquent, c'est le paix, là, quand j'ai fait le truc du paix. Ça, c'est absurde. Et ça, c'est un super souvenir parce que tout du long, on ne pouvait pas jouer, on n'arrivait pas à enlever de notre conscience ça. C'est le fait que c'est un paix. C'était fou. Et franchement, putain, mais je crois que j'ai jamais autant ri. D'ailleurs, le making-of, je l'ai laissé. Malheureusement, le sketch, il est plus disponible parce que Golden l'a vendu à Pickle TV sans nous demander. Ah merde. Sans qu'on touche rien. Voilà. Et en revanche, le making-of est disponible encore sur ma chaîne. Et en fait, finalement, le making-of, il est encore mieux, je crois. Enfin, c'est pas le making-of, c'est le bêtisier. Il est encore mieux que le sketch parce que ça, pour moi, ça représente vraiment la journée qu'on a vécue. Mais du coup, plus dans le non-jeu. Après, est-ce que dans le jeu, j'ai des bons souvenirs? Oui, j'ai des moments où tout à coup, tu te dis, ah voilà, c'est exactement là que j'ai envie d'être. Mais finalement, je l'ai plus avec l'écriture aujourd'hui. J'ai plus cette sensation en accomplissant un truc écrit qu'un truc de jeu ou si toutes les fois où je joue sur genre humaine j'adore ça quoi, je me dis putain au moins on se laisse jouer jusqu'au bout et puis de pas être interrompu et puis attends j'ai des acteurs incroyables en face de moi quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois ceux qui jouent Ton père et ta mère, putain quel bonheur ça va être de jouer en face de gens comme ça, incroyable. Putain, qu'est-ce qu'ils envoient. Et encore Muriel, je suis dégoûtée parce que j'avais pas de scène avec elle, mais là sur la saison 3 je lui en ai mis plein. J'ai tellement envie de jouer avec elle, je l'avais mise dans ma série Break Up aussi, mais bon c'est des petites scènes et elle c'est des acteurs, t'as envie de leur donner des grands rôles. En fait ils t'envoient tellement, t'as envie d'être à la hauteur pour leur rendre. C'est ça. Et limite... Ils te rendent meilleurs parce qu'ils sont tellement bons, tellement justes. Mais du coup maintenant parce que c'est vrai que quand on est acteur et on écrit, on comprend un petit peu mieux les enjeux de jeu, de qu'est-ce qui est intéressant à jouer, de comment construire une scène par rapport au conflit et tout. Comment t'as appréhendé ça? Enfin, c'était facile pour toi, par exemple, mais quand tu te dis que t'écris pour des gens qui sont tellement forts et de te dire putain c'est moi qui enfin il faut quand même que je leur donne un truc à bouffer quoi. T'as une pression pour ça? Quand j'ai écrit, en fait, je savais pas qui allait jouer. J'avais pas d'idée, j'ai vraiment écrit en imaginant mes parents. Et ce qui est pas super parce que du coup, c'est vrai que j'ai eu peur quand j'ai envoyé les scénarios. On a envoyé à plein de comédiens, des comédiens que j'admire beaucoup. Arnaud, je l'avais repéré en bande démo et je le trouvais incroyable, mais ça a été une évidence quand il est arrivé en casting, parce qu'on a fait un casting. D'accord. Et Muriel, j'ai pensé à elle parce que j'avais déjà tourné avec elle et tout, mais je l'imaginais pas trop dans le rôle de la mère. Et c'est elle qui a lu le scénar et qui m'a appelé et qui m'a dit je veux le faire. D'accord. Je veux jouer ça et fais-moi confiance et donne-moi ce rôle. Et je me suis dit en fait, parce que j'étais bloquée par l'âge, parce que Muriel elle est très belle. Enfin ma mère aussi est très belle, mais ma mère est un peu plus âgée, un peu plus abîmée par la cigarette, par l'alcool, et je cherchais ce genre de physique, tu vois, un peu abîmée. Et Muriel, en fait, on l'a abîmée. On l'a un peu vieillie, tu vois. D'accord. Mais donc, j'ai pas eu la pression dont tu parles de me dire, oh là, je suis en train d'écrire pour machin. Et d'ailleurs, faut... Enfin, ça, c'est un truc, tu vois, je me fous plus trop la pression. Même Carlito, je l'ai vraiment écrit pour lui, le rôle.
Et quand je lui ai envoyé, vraiment, je lui ai dit si t'aimes pas, tu me dis j'aime pas, je m'en fous. J'ai pas trop d'ego sur ça. Ouais. Je comprends si un acteur, ça lui parle pas, machin, je m'en fous. Voilà quoi. Et dans la direction d'acteur, est-ce que t'as galéré ou est-ce que c'était simple pour diriger? Alors du coup c'est Amaury qui dirige. C'est Amaury qui dirige. Alors ça c'est le deal en gros, parce qu'Amaury il réalise et qu'en fait moi je deviens une cocotte minute prête à exploser si je me mets à me dire que je joue, que j'écris et que je réalise et que je dirige des comédiens. En revanche, comme j'ai mon idée très précise de tout ça, il y a des répétitions en amont. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, en amont, je fais des lectures avec Amaury où je dis voilà comment je veux qu'il joue. Parce que c'est normal, Amaury, des fois, il voit pas comme moi, il peut pas savoir, il est pas dans ma tête. En amont, tu lui fais ta note d'intention. Je suis pas très précise dans mes didascalies. Donc là, par exemple, sur la séquence première d'un repas, je lui ai montré des vidéos de mes parents. Je lui ai dit voilà, je veux vraiment, lui, il est patent, mais en même temps, machin. Ce qui fait que ensuite, quand on se retrouve sur le plateau, moi, je ferme ma gueule. Et c'est que Amaury qui a eu les infos en amont et du coup qui communique comme il faut, mais parce que sinon c'est le bordel. Bah oui, et au moins toi tu peux être vraiment actrice, voilà, ils sont du coup focus sur Amaury. Et c'est marrant parce que souvent c'est à moi qui demandais mais ça va, je l'ai bien fait et tout. Je fais mais demande à Amaury. Parce qu'après c'est trop le bordel. Et Amaury il a été charmé parce qu'en plus tu vois c'est pas facile de se retrouver devant des monstres comme Arnaud Chevrier et tout. Et franchement il a géré, il a motivé les troupes, il savait exactement où il allait, il savait les pousser là où il fallait. Franchement, notre team, notre duo, il marche très très bien. C'est bien d'avoir réussi à se mettre en retrait à ce niveau-là, alors que t'es l'autrice, que c'est ta vie, et de réussir à dire non, moi je préfère me concentrer sur le jeu et je t'explique ce que je veux, et après c'est toi qui garantis ça. Quoi. Bah ouais. Mais après, je lui fais confiance. Mais au moins tu peux être focus. Et puis je sais, jeu, voilà, et je sais que si on a eu ce moment de brief avant, il n'y a pas de raison que. Voilà. À moins qu'il voit vraiment. Des fois on est en désaccord, lui il voyait pas forcément le truc comme ça. Mais voilà, je te dis, c'est le seul problème avec ce projet, c'est que c'est vrai que je suis pas très souple. Si Amaury me dit bah non, lui ce serait mieux qu'il le joue comme ça, je fais mais non, parce que dans la vraie vie il l'a joué comme ça. Donc c'est comme ça. Bah, c'est je tiens et puis des fois tu vois l'épisode avec Carlito, ça ne m'est jamais arrivé cette scène. D'accord. Donc elle est complètement, je l'ai inventée de toutes pièces, mais au moment où je l'ai inventé, je l'ai vécu, je sais ce que je veux, je sais comment il doit parler, je sais ce qu'il ressent et tout. Mais c'est plus facile à la limite pour moi sur une scène comme ça, qu'Amaury me dise oui, ce serait mieux que le personnage il fasse si. Voilà. En revanche, sur la séquence 1, sur l'épisode 1, si tu viens me dire non, ce serait mieux que le personnage soit comme ça, je fais non, parce que moi mon père il l'a dit comme ça. C'est là, ce mot et c'est comme ça. Ça a existé, donc du coup là c'est plus compliqué. Voilà, et donc ça c'est très dur quand tu fais de l'autofiction d'accepter. Des que pour la fiction, des fois. Et pour toi, ça veut tout dire, alors que pour les autres, ça veut rien dire, mais voilà. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que, tu vois, Amaury, il comprend, et ma prod aussi, tu vois, il y avait un truc de on lui laisse, c'est ça qu'elle veut dire, voilà. Et ça marcherait pas si on me brimait, ça marcherait pas, de toute façon. D'accord. C'était écrit quand tu mets les lunettes dans l'épisode de Carlito ? Ouais, c'était écrit. C'est du génie. Je voulais mettre des juste ça. Nicolas, dans son interview, il dit des fois, tes acteurs, ils ont un geste, un truc qui fait que d'un coup, tu fais ok. Et les lunettes racontent tellement j'étais trop contente plus que plein les de mots. gens grillent, parce qu'en fait, c'était vraiment un détail que j'ai ajouté, je crois, 3 jours avant le tournage, en revoyant toute la saison 1 et en me disant. Parce que t'en parles à un moment, je crois. Et dans la saison 1, épisode 1, ça souffle quand même sur une fille qui voit pas bien les mecs parce qu'elle refuse de mettre ses lunettes. Et Marion qui dit mais mec, meuf, en fait, juste mets tes lunettes, arrête de faire chier et machin, et ça se termine par ça. Et en fait, t'as tout ce truc, pour moi, les lunettes, c'est vraiment la symbolique de j'accepte d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de moi, et j'accepte enfin aussi qui je suis, et j'accepte d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de moi, quoi. Et sur des trucs qu'elle voulait pas voir. Et je voulais qu'elle mette des lunettes avec Carlito, parce que il y a un truc où tout à coup, tiens, il y a peut-être une histoire d'amour, tiens, je vais enfin mettre mes lunettes pour voir ce qu'il y a autour de moi. Et c'est marrant que tu le vois comme ça, parce qu'avec Davy, on l'a compris différemment. Ah ouais, vas-y, dis-moi comment. Nous, avec Davy, quand t'as mis les lunettes, à la fin, on en a parlé, il a dit ouais, c'est du génie ce truc-là, et en fait, pour nous, c'était il est parti, ça y est, et elle remet les lunettes, elle était en mode drague. Et elle voulait vraiment être acceptée, parce que tu sais, il y a un petit côté non, je m'en fous, il y a un petit côté elle le drague sans trop le draguer, machin, puis à la fin t'as la validation de si je veux le draguer. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi et ça y est, maintenant c'est fini, je peux remettre. Alors il y a aussi ce truc que je trouvais ça hyper attendrissant, et de la meuf qui voit rien
mais qui physiquement pourrait être à son avantage. Et du coup, ce truc de tout à coup, elle redevient elle-même. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça raconte tellement mais ça peut raconter plein de trucs. Et puis, chacun interprète. C'est là où ce geste est très malin, c'est qu'il y a tellement de niveaux de lecture et chacun avec sa sensibilité, avec ce qu'il comprend aussi, peut avoir un truc différent, quoi. Non, c'est vrai. Putain, c'était bien ce truc. Seb Lalanne, on a mangé ensemble après avoir enregistré donc cette émission. Il m'a dit un truc. Il m'a dit actrice, c'est pas le même métier qu'acteur. Ouais. T'es d'accord avec ça? Je pense que c'est pas le même. Parce qu'il disait acteur, on fait notre métier, c'est bien. Plus on vieillit, plus c'est cool parce qu'on devient grisonnant, on est beau gosse, on machin. Et les femmes, pas du tout. Faut être belle, faut être jeune, c'est un métier ingrat. En fait, nous, c'est vachement plus physique déjà, je pense. Il y a un vrai, il y a une vraie pression par rapport au physique. Il y a une vraie pression par rapport à l'âge. Enfin, moi, on m'a toujours dit, après 25 ans, t'es fini, t'auras plus jamais de rôle de jeune première. Mais c'est pour ça que c'est ce que je disais à Sandy là tout à l'heure, on était ensemble, je disais, elle est comme moi. Moi, j'ai renoncé à être actrice. Pour moi, c'est terminé. Et j'ai renoncé parce que j'étais trop malheureuse avec cette idée de la perfection physique, ce stress. C'est exactement la même chose qu'avec les enfants. C'est dépêche-toi de faire des enfants parce qu'en fait là tu vas avoir 35 ans et là ça va être foutu, tu vas vraiment galérer. Et c'est exactement pareil, c'est après 25 ans, c'est fini, tu es fini. Si tu n'as pas percé à 25 ans, c'est fini. Alors qu'un mec, il n'y a pas du tout cette pression. Non. Regarde combien d'acteurs ont percé à 40 ans. Enfin voilà, une femme beaucoup moins. T'en as toujours des rôles. Puis le truc qu'on dit qui est un peu réel, c'est qu'il y a beaucoup plus de rôles de mecs que de nanas. Ouais. Il y a beaucoup plus de rôles intéressants pour les hommes que pour les femmes. Enfin franchement, quand je vois les rôles qu'on me propose, moi la plupart du temps c'est vraiment le faire valoir du héros. C'est très rare de voir des rôles forts. C'est pour ça que ça m'agace un peu là quand j'ai des retours des fois sur mes scénarios de t'écris des personnages féminins forts et les mecs je me dis putain, pour toutes les années où je me suis tapé la Girl Next Door ou je sais pas quoi, putain merde, j'ai bien le droit pour une fois de mettre des héroïnes fortes et tout. Mais c'est vrai que c'est pas le même métier. Et puis t'as le truc sexuel, t'as toujours un truc, un rapport de toute façon. Les rôles féminins sont sexualisés de ouf. Non, mais moi ça me fatigue. C'est pour ça que je te dis, je suis très contente de tourner, j'adore jouer et tout, mais franchement, je suis bien planquée là dans mes trucs, dans mon écriture, voilà. Je suis ravie si on me propose des rôles, mais c'est vrai que c'est pas du tout ma priorité, quoi. D'accord. Et t'as pas l'impression que par rapport à avant, bon après t'étais pas là dans les années 70, mais t'as pas l'impression que ça avance petit à petit? Si, heureusement. Parce qu'aujourd'hui le féminisme c'est justement le truc qui est un peu en vogue et est-ce que t'as l'impression que ça change un peu dans les Oui, ça va changer, ça avance. Le problème c'est que pour que ça avance, on est obligé de passer par l'autre extrême qui est qu'on est en train de mettre les hommes plus bas que terre. Qu'on est en train de faire le lynchage des hommes, mais on est obligé pour rééquilibrer la balance et se remettre là. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur une très bonne vague parce que du coup, comme tu le dis, c'est considéré comme être un truc de mode. Donc tu vois là, je suis face moi en tant qu'autrice, j'écris un truc, on me dit ah ouais mais t'as écrit cette scène, c'est trop féministe, c'est parce que c'est la mode. Non, c'est parce que c'est la réalité. Et mais c'est comme de dire que l'écologie c'est un phénomène de mode. Non, c'est pas un phénomène de mode, c'est la réalité. La réalité c'est qu'on est dans une urgence écologique, qu'on est obligé d'agir. Donc oui, on en parle beaucoup, donc oui on est dans un phénomène de mode, mais parce qu'on est obligé d'en arriver là. Et c'est pareil avec le féminisme en fait. Ouais, bien à un moment il faut essayer de faire éveiller le débat et voilà, mais après c'est sûr que ça va loin, mais t'es obligé d'aller loin pour qu'il se passe quelque chose. Mais je pense oui, j'essaie d'être optimiste, mais je me dis que ça va changer, c'est sûr, tu vois, il y a plein de choses qui évoluent, mais dans le fond tout le monde, les hommes en particulier sont là, ouais c'est trop bien, on est féministes et tout. Dans le fond je te dis personne ne l'est. Parce que déjà personne n'a compris ce que c'était. Il y a un espèce de truc ils pensent que c'est la femme au-dessus. Personne n'a compris le principe d'égalité. L'égalité c'est que tout le monde est pareil. Voilà, mais déjà réexpliquer ça et puis après après est-ce qu'on peut vraiment être pareil? Est-ce qu'on peut vraiment être pareil? On peut être égaux sur plein de choses, financièrement, on peut être égaux sur... Après on n'est pas pareil. Moi je vais être enceinte pendant 9 mois, tu le seras jamais. Rien que sur ça on sera jamais pareil. Puis je n'aurai jamais, même avec tous les efforts du monde pour que tu m'en parles et que tu essaies de me faire comprendre, je n'aurai jamais les outils pour comprendre réellement ce que ça implique. Mais je n'aurai jamais les outils pour comprendre ce que c'est que d'être père, je n'aurai jamais les outils pour comprendre ce que c'est que d'avoir une bite, tu n'auras jamais les outils pour comprendre ce que c'est que d'avoir un vagin. Et je pense que là le travail qu'on doit faire c'est essayer
d'avoir l'égalité malgré les différences. Et accepter qu'on est différents, parce que nous sommes différents, mais l'égalité, c'est ça, c'est le féminisme, c'est accepter ces différences et essayer de cultiver une égalité parfaite sur tout le reste. Mais pas rejeter ces différences, parce que c'est pas vrai, tu vois, il y a un moment, faut aussi remettre les pendules à l'heure, quoi. Il y a une phrase ultra machiste dans OSS où il dit oui, bon, on en reparlera quand tu feras porter des trucs lourds. Je m'en souviens, je sais plus qui avait ça, où du coup, tu sais, t'as un mec qui te tient la porte. T'as une galanterie qui fait qu'il te tient la porte et tout, et la meuf qui pète un câble. Non mais ça va, c'est bon, tu peux passer avant moi. Le mec passe avant elle. Ouais, pourquoi tu me tiens pas la porte? Et en fait, à un moment, tu sais plus, tu sais plus quoi. Donc, d'après toi, tu veux laisser les meufs t'ouvrir la porte pour faire essayer de se détendre un peu, se respecter, et puis et ouais, vraiment se focus plus sur une égalité qui est logique, et l'égalité des salaires, qui est le respect de la femme. Et puis oui, on parle de cinéma, donc oui, ça c'est des trucs complètement logiques. Mettez des héroïnes. Moi j'essaye de pas forcer le truc de donner un rôle de ouf à une meuf, mais plutôt de faire en sorte que chaque rôle, je puisse changer le sexe, ça ne change rien à l'histoire. J'essaye de désexualiser le truc. Moi aussi je dois le faire, parce que j'avoue, j'ai tendance à vachement écrire à chaque fois, c'est toujours une héroïne. Moi aussi je devrais me forcer à écrire pour des héros. Et c'est difficile, mais c'est un bon exercice, de se dire t'écris pour n'importe quel sexe et tu verras bien. Et voilà, là j'ai vu, il y a des métiers là aux États-Unis, c'est des relectrices sensitives, lectrices, je sais pas quoi, c'est horrible. Hein. Donc elles relisent des romans. Pour voir si c'est bien. Pour voir si c'est bien, si ça heurte aucune religion, si ça heurte aucun sexe, si on respecte l'égalité partout, etc. Wow. Tu te dis, bon, t'as deux trucs, tu te dis, ok, c'est cool et tout, et après tu te dis, mais où est la fiction et la part de fiction, mais le nombre de romans qui n'auraient jamais vu le jour si on avait eu des lectrices comme ça. Et je trouve que là, on est en train de rentrer dans un truc de 1984, là, on est vraiment dans Black Mirror, quoi. Faut faire hyper attention, donc, non, mais c'est facile à dire, mais tout est dans le juste milieu, tout est dans la sincérité de ce que tu veux raconter, et dans le respect, et de, oui, faire attention. Pourquoi tu mets un aspirateur dans la main d'une femme ou d'un homme, voilà, essayer de te poser des questions, quelles conséquences ça va avoir sur les gens qui vont me lire. Mais c'est exactement comme mettre, j'en parle dans l'épisode Obsédé, quelqu'un qui fume à l'image, tu vois, parce que mon discours dans Obsédé il est con, c'est de dire bah non, moi je veux plus écrire des gens qui fument. Et Shirley elle le dit, elle fait mais c'est con parce que moi en fait je fume et j'existe. Donc tu vois, il y a. Surtout qu'elle est en train de fumer en même temps, quoi. Et en plus, c'est sans doute un gros joint. Non, dans la vraie vie, c'était. Enfin, sur le tournage, c'était. Oui, j'imagine, mais je veux dire. On a joué le joint, Tu sens le joint, quoi. Donc t'as vraiment ce truc, en plus. Mais du coup, ouais, c'est bon, faut essayer de pas trop se prendre la tête, mais de se poser les bonnes questions. Ouais. Très facile à dire. C'est clair, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. On a quand même des responsabilités, quoi. C'est ça. Créateur, c'est ça. On est pas. Et puis en fait, ça influence tellement les gens, ça peut tellement leur faire écho. Surtout ça peut sur tellement, Internet, donc faut faire attention un peu. Puis il y a tellement de niveaux de lecture auxquels tu n'aurais même pas pensé. Et puis quand tu veux servir une nana en mode ok, on va faire un truc féministe et tout, des fois en fait tu vas tellement trop loin que ça en devient débile. Ou tu prends Avengers, ou je sais pas, ils ont voulu faire des trucs dans le dernier Avengers, t'as tout un moment où t'as toutes les meufs qui vont en même temps attaquer et tu fais les gars, c'est peut-être ça va à l'inverse en fait. Finalement c'est en fait en voulant être bien, vous montrez à quel point vous ne l'êtes pas. Bah ouais, parce que ils vont direct dans les extrêmes. Bah ouais, c'est ça, et tu fais les gars, franchement c'est trop. Et ouais, bon, ma foi. T'as été formé, t'as fait les cours flamands? Cours flamands que j'ai détesté. Oui, il me semblait. Et conservatoire en parallèle que j'ai adoré, conservatoire d'art dramatique, mais alors là on était vachement plus sur du théâtre et tout, mais j'ai adoré. Parce que il y avait quelque chose de très sain, quelque chose de très passionné. Mon prof était beaucoup plus âgé et très. J'avais un prof d'une 60aine d'années qui avait une expérience incroyable. En revanche, qui boycottait de ouf le cinoche et tout. Donc bon, fallait pas trop lui dire que tu passais des castings. Et à côté de ça, j'avais l'enseignement conflant qui était l'inverse, genre vraiment des profs de 25 ans, un truc hyper très. Je sais pas, malsain. Moi j'ai détesté, c'était vraiment faites-vous mal. Et c'était après, les deux en même temps ? Je suis pas tombée sur les bons profs. Ouais, j'ai fait les deux en même temps. D'accord, ok. Ouais, j'ai fait 4 ans au cours Florent et 3 ans au conservatoire et je faisais en même temps. Et tu n'as jamais fait autre chose avant de faire actrice? Ça a été ça dès le départ? J'avais 16 ans. Donc, ah oui, c'est vrai, t'as été très tôt. Ouais, j'ai arrêté le lycée très tôt. D'accord. Donc ouais, j'ai fait ça direct et j'étais aussi au conservatoire pour la guitare. D'accord. Électrique, en jazz. Improvisation de jazz, j'ai détesté d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui le jazz j'ai vraiment du mal. Et voilà, et après j'ai
j'ai poursuivi la guitare avec d'autres profs en particulier, enfin un peu toute seule quoi. Mais du coup ouais, c'est ça moi mon parcours. D'accord. Et le théâtre, ça te manque ? Parce que t'en fais plus du tout aujourd'hui. Ouais, plus du tout. Alors en fait, il y a un moment, je crois que tu pars, enfin t'as dû checker ça aussi si t'as fait une école et tout, c'est soit tu pars dans un cercle très théâtral, etc. Soit tu pars vers l'univers casting, et moi je n'ai pas réussi à garder un pied dans les deux cercles. Il y a un moment, en fait, je suis partie sur le web, et à partir du moment où je suis partie là, j'ai commencé à créer tout un réseau et tout, et j'ai complètement perdu le réseau théâtral. C'est vrai que moi là des fois j'y pense, je me dis j'adorerais faire un seul en scène, mais plus un seul en scène, pas en raconter des blagues, enfin pas stand-up, mais plus pièce de théâtre, mais solo, où t'as un personnage, et c'est vrai que ça c'est un truc qui me brancherait, ou faire une pièce, et c'est vrai que des fois tu te dis putain, ce serait quand même bien de remonter un peu sur scène et de refaire du jeu concret. Là t'es sur un truc, d'où le plan séquence, retour au truc très basique de t'as pas le droit de te planter, et puis si tu te plantes, trouve comment te sauver. Mais je l'ai fait avec Davy, tu sais, il m'a mis en scène là sur j'avais tout écrit pour faire un One Woman, et j'ai fait des plateaux pendant 1 an. Et ça m'a terrifiée, je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi à vaincre mon stress. Mais c'est marrant parce que je crois que j'étais dans une mauvaise période. Je retenterais bien maintenant où je me sens mieux dans mes pompes. Et bon, je pense que j'aurais la chiasse autant, mais je serais moins. Là, j'étais vraiment à aucun moment dans le plaisir, quoi. J'étais que dans un truc. C'était très. Ça m'a torturé l'esprit de faire ça. Ouais, je vois. Mais donc, je pense que c'est aussi un truc de maturité, d'expérience et tout. Mais ouais, c'est sûr, ça manque grave le théâtre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux là Oui, c'est ça. Moi, il y avait vraiment ce truc où dès le départ, je suis venu pour. Enfin, j'ai arrêté mon métier de fromager pour faire de l'audiovisuel. Je voulais devenir auteur, réa et jouer à la cam. Mais j'ai fait du théâtre. Alors que c'était pas le truc qui m'intéressait de base, mais parce que puis l'école nous faisait jouer au théâtre. Des fois on jouait pendant 1 mois une pièce tous les soirs, et donc on passait par le théâtre, alors que c'était pas le truc auquel je voulais aller. Et aujourd'hui que je le fais plus, que je suis parti de l'école, que ça fait peut-être 2-3 ans que j'y suis plus, il y a un truc où je me dis. C'était quoi l'école Acting Studio, l'école de la maman d'Alexandre Astier. Ah ouais, c'était bien. Ouais, c'était super. Un peu chez Rousse. 4700, donc je sais pas si. L'année. Ouais. Ça fait combien par mois ça 300 quelque chose. Ouais. Oui, c'est comme toutes les. Mais c'est 25 heures par semaine. Ah. Donc t'y es de ouf. Ah oui, parce que Cours Florent c'est 9 heures par semaine, tu payes 350 €. C'est ça, là tu payes 300 et quelques, et tu y es 5 heures par jour. C'est bien ça. Et l'après-midi, des fois t'as de la répète parce que le soir tu vas jouer. Donc il y a des moments où tu passes ta vie là-bas. Et puis ils t'organisent des moments où tu peux vraiment jouer. Ah oui. Ah ouais, les gens, il y a des gens, ils payent leur place, ils viennent dans un théâtre normal. Ouais, parce que Cours Florent t'avais pas ça. Et ça c'était bien. T'avais le truc de fin d'année quoi, mais pas. Ouais, parce que t'avais vraiment ce truc où tous les soirs tu vas jouer la même pièce. Et le premier soir, tu chies liquide parce que t'as peur, et en fait une fois que t'as fait le premier soir tu déroules les autres et ça devient un truc pro. C'est ça, c'est un truc d'habitude. C'est ce que Yacine Bellouz il me disait, parce que c'est lui qui faisait les plateaux ouverts sur lesquels je jouais, il me disait mais accroche-toi parce qu'en fait ça va être comme les tournages. Et c'est vrai, les premiers tournages, mais attends, moi j'en dormais pas de la nuit, je vomissais, c'est stressant, c'était horrible. En plus c'est figé. C'est figé, c'est-à-dire que tu le fais, c'est fini. Moi quand je vois ce que j'ai fait dans Reboot saison 2, je me dis mais putain, j'aimerais refaire, alors que c'est un tout petit truc à la con. Mais j'étais tellement jeune, tellement j'ai pas su m'affirmer en tant qu'acteur, et donc Davy m'a dit fais-le un peu comme ça, donc je suis allé dans la direction de Davy, alors que j'aurais dû mettre un peu de ce que moi je sais faire, et j'ai 3-4 phrases, j'ai 2 scènes à la merde, et il y a quand même un truc où tu dis putain non, alors qu'au théâtre tu foires un soir, c'est pas, il y aura les autres soirs. Et c'est vrai que c'est tellement figé qu'il y a un côté très, très terrifiant. Ce côté travail en fait, comme tous les boulots, plus tu vas le faire et plus ça va. Et peut-être qu'il faut passer ce cap de jouer tous les soirs, et à un moment en fait t'as plus la chiasse, et peut-être qu'à un moment ça devient du plaisir. Mais bon, je sais pas, j'en ai parlé avec pas mal d'humoristes, et quand même il y en a peu qui te disent qu'ils prennent leur pied. Ah ouais. C'est quand même des gens très torturés. Très dépressif, enfin je généralise encore une fois, donc je parle que de ceux que j'ai un peu rencontrés, mais t'as un truc très torturé quoi, qui moi j'ai plus envie d'être ça. Moi je suis trop heureuse, moi, donc j'ai plus envie d'être torturée. Oui, c'est sûr. Non, puis c'est pas fait pour s'esquinter. C'est trop facile en plus de s'esquinter dans ce genre de métier, donc la vie est trop courte. Mon travail est pas assez important pour que je m'esquinte, tu vois. Ouais, je vois. On finit sur cette phrase, mon travail est pas assez important. Et en même temps, je pourrais pas vivre sans lui. Ouais. Moi, j'ai jamais été autant heureux que maintenant. Donc, et à la fois, c'est maintenant que j'ai réussi à accepter les soucis que j'avais et à écouter justement ces problèmes-là. Alors qu'avant, c'est genre, non, je suis un fromager, je suis un bonhomme, j'ai pas à avoir de problème ou quoi. Et là, tu t'écoutes, tu acceptes d'avoir des fêlures, des cicatrices, des trucs, et d'en parler, et justement de l'utiliser même. On a quand même de la chance de pouvoir
de pouvoir utiliser ces problèmes-là et que les problèmes soient peut-être des fois un peu des cadeaux. Ouais, exactement. Bah là, la prochaine BD, elle parle vachement de ça. Ouais. Tout ce que toutes les failles que tu as et qui deviennent des énormes forces à l'âge adulte, à partir du moment où tu les acceptes, tu te dis bah vas-y, j'assume, ok. Bah, écoute... Donc le mot de la fin, c'est assumer vos failles pour en faire des forces. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, Eleonore ? Et bah sur Insta, Eleonore Coste, et puis YouTube, Eleonore Coste. Voilà, j'ai pas de pseudo, c'est très facile. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci Thomas. C'était fort intéressant. Ouais, c'était très sympa. Et puis, une prochaine. À bientôt.